Mesdames et messieurs, on se retrouve pour cette deuxième partie de cette journée du congrès du groupement des professionnels du sport mécanique avec une première table ronde qui va durer une petite heure sur laquelle on va discuter de la nouvelle place femmes dans les sports mécaniques. Nous avons 5 intervenantes. Je vous demande d'applaudir Estelle Lefebvre, créatrice de contenu pour Femelle in Sport, qui sera notre première intervenante. Également Nadia Tellet, directrice du circuit de Pau-Arnos. Marie-Alice Lahaye, ingénieure en sport automobile. Sofia Casasnovas, qui est directrice de l'AMCF Sport et qui est également directrice des éditions La Rivière, donc qui organise notamment le Bol d'Or, qui a organisé notamment le Bol d'Or. Et le Supercross de Paris, tout à fait. Et Nathalie Dumas, responsable de la communication de DS en Formule E. Alors pour commencer, nous devions avoir aussi une pilote moto, Margot Humny, qui est championne de France Promo Sport 600 cette année, qui s'est imposée devant un peloton mixte et qui nous a envoyé une petite vidéo pour nous parler aussi de son expérience dans les paddocks de compétition moto. C'est pas toujours facile d'être une femme au milieu des hommes. J'ai longtemps essuyé des critiques, des petites remarques. Encore aujourd'hui, on a toujours ces petites remarques de « Ah, mais t'es une fille, ah, mais tu fais de la moto, ah, mais c'est toi qui m'as doublé, ah, mais je pensais pas que c'était une fille qui m'avait doublé. » Voilà, c'est pas toujours évident. Il faut savoir avoir les pieds bien enfoncés dans le sol et avoir un petit peu de répondant et puis ouais, leur montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être devant et qu'on peut pas gagner devant. Donc voilà, j'ai à cœur de faire un petit peu changer cette mentalité. Après, dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. Les hommes sont très contents dans l'ensemble d'avoir des pilotes féminines sur les paddocks, mais on n'est pas encore assez et on ne représente encore pas assez la jante féminine sur les paddocks, mais je pense que tout ça est amené à évoluer et fort heureusement. Donc voilà, je suis absolument navrée de ne pas pouvoir être là aujourd'hui au congrès et au tour de table. Voilà, en tout cas, vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur ma page Facebook Margot Pilote 255. Je suis disponible si vous avez des questions, je suis disponible si vous avez des remarques et voilà, si l'une d'entre vous veut se lancer sur circuit, je serai absolument ravie de vous aider et de vous apporter tous les conseils nécessaires pour bien commencer. Et puis voilà, on croise les doigts pour que ma petite évolution au milieu des hommes et de la moto continue de battre son plein. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Alors pour commencer, je vais vous proposer de présenter tout un peu par vos parcours, comment vous êtes arrivé dans le sport automobile. Nathalie, vous êtes la première à côté de moi. Vous avez une longue histoire avec le sport auto. Vous êtes actuellement à la tête de DS Formule E, la communication de DS Formule E. Donc le milieu de l'électrique, on a parlé tout à l'heure des nouvelles énergies. Comment vous êtes arrivé dans le milieu du sport automobile ? Alors, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est arrivé un petit peu par hasard. Je ne suis pas du tout issue d'une famille de sport automobile. Il se trouve que quand j'ai commencé à apprendre à conduire à l'âge de 17 ans, à la campagne, dans les petits terrains de ma famille, j'ai eu la sensation d'être comme un poisson dans l'eau. Et quand j'ai eu mon permis et que j'ai commencé à conduire l'auto Bianchi de ma grand-mère, je me suis dit, j'adore ça, je veux apprendre, je veux prendre des cours de pilotage. Et donc, j'ai acheté Auto Hebdo à l'époque pour trouver des bonnes adresses. Je suis allée à Loéac, en Bretagne, faire l'école Peugeot, pour faire des stages rallye. Et là, la passion, le coup de cœur s'est concrétisé. Je vous passe les détails, j'ai pris beaucoup de cours. Et puis après, j'ai participé à une opération qui s'appelle l'opération Rallye Jeune, qui est organisée, je crois toujours, par Peugeot, et que j'ai remportée en Île-de-France. Et puis j'ai fait aussi la finale nationale. Voilà. Et alors, je ne l'ai pas gagnée au niveau national, mais en tout cas, ça m'a confortée dans l'idée que j'avais envie d'en faire, etc. Après, trouver des sponsors et se mettre en valeur tout le temps, démarcher, essayer de trouver de l'argent, c'est pas facile. J'avais aussi beaucoup d'occupations à côté.
j'ai malgré tout participé à une course automobile voilà, avec mon compagnon de l'époque, les 24 heures d'endurance tout-terrain de Paris, voilà, avec 3 pilotes masculins. Et puis, voilà, j'ai continué à chercher des sponsors. On m'a proposé beaucoup de courses spécialisées, dédiées aux femmes. Je n'étais pas tellement partante pour faire des courses dédiées aux femmes. Voilà. Puis après, la vie fait qu'on change de parcours. Et en tout cas, j'ai commencé dans le milieu du sport auto, puisque mon tout premier job, j'ai travaillé pour un magazine sport automobile. J'ai travaillé pour l'Automobile Magazine. Enfin voilà, ça a toujours fait partie de moi. Et puis après, j'ai fait d'autres choses et le sport automobile est revenu un peu par hasard. Bon, il n'y a pas forcément de hasard dans la vie, mais il y a 5 ans, et depuis 5 ans, je suis responsable communication de la division sport auto de DS Automobile. Voilà, dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. Donc, il n'y a pas que les hommes qui ont la passion du sport auto. Les hommes n'ont pas le monopole de la passion du sport auto. Voilà, je suis aussi passionnée de sport auto, comme mes camarades, voilà, aujourd'hui. Voilà le parcours. Très beau parcours. Estelle, vous aussi, vous étiez passionnée de sport auto depuis très jeune. Alors, quand j'étais petite, c'était plus les voitures qui m'intéressaient, à regarder Turbo tous les dimanches avec mon père. Et le sport auto, c'est venu plus tard, notamment avec mon beau-frère qui a commencé à m'en parler, car lui, il était très fan de rallye et de Formule 1. Et avec notamment Drive to Survive, qui est apparu sur Netflix, je me suis vraiment remis dedans le sport auto. Et de suite, quand je me suis remis avec le sport auto, je me suis intéressée à la place des femmes dans le sport. Et c'est comme ça que j'ai découvert Female Autosport, qui est créé par Elena, qui est une plateforme où on met en avant justement les femmes dans le sport automobile, à travers les réseaux sociaux, mais aussi notre blog. Et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'équipe. Et donc, depuis 2022, j'ai la chance de participer à ce projet. Et multiplier les rencontres. C'est ça, exactement. À côté de vous, on a Nadia Tellet, qui est la directrice du circuit de Pau-Arnaud. Là, je pense aussi, depuis toute petite, vous étiez baignée dans le milieu du sport automobile. Oui, effectivement. Moi, je suis tombée dedans, puisque le circuit de Pau-Arnaud, c'est une affaire familiale. C'est mon père qui l'a créé, donc j'ai grandi avec le circuit. Je l'ai vu se construire. Je suis partie faire autre chose, parce que justement, la chape familiale était très forte. Et j'ai dit non, je laisse tomber tout ça, je vais voir autre chose. Je suis partie dans la communication, dans la grande distribution. Et puis finalement, je suis partie faire de la formation, de la sécurité routière. Et voilà, la famille m'a rappelé, m'a dit bon, ben maintenant, t'as grandi, t'as fait ton tour un petit peu de ce que tu pouvais faire. Donc reviens dans le giron familial. Et ça fait 20 ans que je suis revenue, voilà, sur un circuit. Moi, je suis plus dans ce qui est organisation événementielle. Je ne suis pas pratiquante, quoique, j'allais dire gamine, à 12-13 ans, je faisais beaucoup de moto, plutôt de cross, voilà. Et la moto, malheureusement, m'a un peu vaccinée de la piste, puisque quand on est côté organisation, réglementation, et que l'on voit malheureusement en moto, il y a un peu plus d'accidentologie qu'en voiture. Ça m'a un peu vaccinée. Quand à 18 ans, je me suis retrouvée toute seule à la tête d'un circuit et avec un accident grave. Voilà. Donc j'ai dit, je ne ferai plus de moto. Voilà. Mais la passion est là. C'est un milieu qui me passionne. Et c'est vrai que c'est un milieu de gars, mais moi, je m'y sens très bien. Et j'ai pas de problème. Voilà. Marie-Alice, vous arrivez, vous, avec une couronne de championne d'Europe, puisque avec votre équipe, vous avez remporté le titre LMS avec Algarve Pro Compétition cette année. Alex Ligne, il me semble, qui était l'un de vos pilotes. Oui. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous êtes ingénieur, en fait, en compétition automobile. Oui, merci de le rappeler. On a fait une très belle saison cette année. Oui, donc moi, je suis ingénieur de course. Donc c'est moi qui gère la voiture de course, en fait, qui décide si on s'arrête, quand est-ce qu'on s'arrête, si on change les pneus, est-ce qu'on change de pilote ou non. Je suis en charge de tout le setup mécanique, toute la préparation. Donc en fait, je travaille avec une dizaine de mécanos et en endurance, on a 3 pilotes sur la voiture. Un peu comme vous toutes, à part toi, je suis arrivée dans une famille qui n'est pas spécialement passionnée par le sport auto. J'ai fait mes études, je me débrouillais pas trop mal à l'école,
Donc on vous propose souvent l'ingénierie ou le médecine. Médecine, ça me passionnait pas du tout, donc je suis partie dans l'ingénierie et j'ai fait l'ESTACA, une école des transports en fait, sans forcément me dire en sortant de cette école-là que je ferais de l'automobile. J'étais plutôt partie sur sûrement l'aéro pour travailler dans le milieu de l'avionique. Mais finalement, au fur et à mesure des cours et des stages, en fait, je me suis plutôt passionnée pour l'automobile et les cours d'automobile. Et donc, j'ai un diplôme en mécanique automobile. Et à la sortie de l'école, je suis partie plutôt sur le sport automobile que sur les voitures de route. Donc, j'ai démarré ma carrière je suis sortie de l'école en 2008. J'ai fait beaucoup de monoplaces au début. C'était ce qui était un peu à la mode, donc toutes les formules de promotion. F3, la F4, ça n'existait pas encore, la F2. Et ça fait 5-6 ans maintenant que je suis plus sur les courses d'endurance, donc en LMP2 cette année. Merci. Vous, Sophie Casasnovas, qui est donc la directrice générale de AMC Sport et qui également est directrice des éditions La Rivière, donc qui organise le Bol d'Or et le Supercross de Paris, tout à l'heure souligné. Bonjour à tous. Alors j'ai une histoire qui est un peu similaire à celle de Nadia, j'ai l'impression, en écoutant. Alors moi, très jeune, donc c'est un groupe familial, les éditions La Rivière. Ça a été monté par mon père qui a racheté Motorevue en 68 et qui en 69, 6 mois plus tard, a relancé le Bol d'Or. Il y a quelques personnes dans cette salle qui ont contribué. Et donc du coup, très jeune, j'ai été baignée dans cet univers-là. Pas que sport mécanique, puisqu'on est un groupe de presse avec une dizaine à peu près d'univers, dont la chasse, le bateau. Donc voilà, j'ai été baignée dans différents univers. Mais par contre, très jeune, il m'emmenait au Supercross de Bercy à l'époque, qui est un spectacle plutôt grand public. Donc je suis pas devenue passionnée je voulais pas devenir pilote. J'étais pas forcément passionnée de moto à proprement parler. Par contre, j'ai toujours voulu faire l'événementiel. Ça a été vraiment ma ligne conductrice. Et en sortant d'école, je me suis dirigée dans cette direction. Et j'ai eu une opportunité à l'extérieur. Et puis, mon père m'a rappelé en me disant « Non, tu viens commencer à la maison. Puis si ça te plaît pas, tu iras à l'extérieur. » Donc voilà, j'ai commencé. Et puis, je suis pas partie parce que ça m'a plu. Et que du coup, j'ai été passionnée par tout ce qu'on a pu faire, développer. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un papa qui m'a transmis et fait confiance. Et quand on nous confie des monuments comme le Bol d'Or et le Supercross, on va au-delà de la partie organisation et événementielle. Et aujourd'hui, j'ai une vraie responsabilité, je pense, de poursuivre dans le temps et de faire pérenniser des événements qui ont fêté donc le Bol d'Or. Ça a été les 100 ans l'année dernière et on a fêté la semaine dernière le 40e Supercross de Paris. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment de faire perdurer tous nos événements dans le temps et de les développer et j'espère un jour les transmettre d'ailleurs à la prochaine génération. Merci beaucoup. Alors une première question qui est revenue parce qu'on a eu l'occasion de discuter un petit peu pour préparer cette table ronde. Finalement, le titre « La nouvelle place des femmes dans le sport auto », est-ce qu'on ne peut pas tordre le cou à ce mot « nouvelle » finalement, parce que ça a toujours été un sport mixte. Est-ce que justement, on peut considérer qu'il y a une nouvelle place des femmes dans le sport auto, alors que finalement, il y a peut-être un autre avis à avoir ? Oui, moi j'avais soulevé quand j'ai reçu l'invitation, c'est vrai que j'ai même fait la remarque, je ne comprends pas en fait tellement le mot « nouvelle ». C'est-à-dire que, ok, il y a de plus en plus de femmes dans le sport auto, ça c'est un fait, c'est certain. De là à dire que c'est une nouvelle place, je suis pas certaine en fait. Je pense qu'il y en a toujours eu, que ce soit dans les baquets ou sur les motos ou à l'organisation pour aider, enfin quel que soit le rôle en fait tenu. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, c'est sûr. Une nouvelle place, je suis pas certaine. Moi, comme je le disais, ça fait 15 ans maintenant que je suis dans le sport auto. J'ai pas tellement vu. Enfin, on voit de plus en plus de femmes. J'ai pas tellement vu de changement en fait dans mon job ou le comportement des gens par rapport à ça. C'est pas tellement une nouvelle place, c'est une place grandissante parce qu'il y en a de plus en plus. Ça je le conçois et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un point de vue que vous partagez aussi peut-être, Nathalie, qui travaillez aussi en Formule E. Oui, tout à fait. Nouvelle, oui, je suis pas tout à fait d'accord non plus. On a toujours été passionnés de sport auto et comme je le disais, moi depuis plus de 20 ans maintenant. Du coup, ça fait un petit moment. Et déjà, à l'époque, moi, je croisais beaucoup de femmes qui étaient passionnées de sport auto. J'ai fait mon premier stage rallye. Il y avait une femme. On y avait beaucoup d'hommes, mais il y avait également une femme.
Je pense qu'on est présente, peut-être moins voyante. On était présente mais moins voyante, et peut-être que maintenant on en parle plus. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a l'impression que c'est entre guillemets une nouvelle place, mais pour moi on a toujours été là, mais on va être là de plus en plus, je pense, puisque le fait d'en parler, on va rentrer dans un cercle vertueux, j'espère. Le fait de mettre en valeur les compétences des femmes, que ce soit au niveau des pilotes ou des ingés, ou même de la com, du marketing, de l'événementiel. Tous ces métiers-là ont besoin d'exister, et tant au niveau des hommes que des femmes. On a pu voir de ces dernières années des personnes prendre des postes à responsabilité. Je pense à Monisha Keltenborn qui était chez Sauber pendant quelques années. On a eu Suzy Wolf qui a dirigé l'équipe de Formule E chez Venturi, Laura von Troploser chez Cadillac, une de vos collègues, Nathalie Claire-Magnan chez Stellantis, qui dirige la partie ressources humaines motorsport. Est-ce que le fait d'avoir des personnes à des postes clés, aussi à des postes importants, permet aussi de donner en fait un peu d'envie aussi au plus jeune public? Peut-être Estelle? Oui. Nous, c'est vrai que sur Females in Motorsport, on met beaucoup en avant les femmes qui travaillent en dehors de la piste, à ces postes clés, et on voit l'accueil que notre audience a, justement, quand on en parle, que ce soit Suzy Wolf ou d'autres personnalités. On sent qu'il y a vraiment une génération nouvelle qui est vraiment inspirée de voir ces femmes à des postes à responsabilité, et ce qui aide, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et du coup, ça montre à des jeunes filles qui commencent leurs études ou quoi, qu'elles peuvent aussi viser ces postes-là et avoir leur place. Mais comme elle disait, les filles, il y a toujours eu des femmes en sport automobile, et c'est important de le rappeler, de justement mettre un bon coup de pied à ce stéréotype, parce qu'il y a toujours eu des femmes, et c'est important de mettre en avant cette histoire. Et vraiment, l'évolution qu'il y a, oui, c'est la conversation autour de leur place dans l'industrie. Dans vos carrières, est-ce que vous avez senti que le fait d'être une personnalité féminine, ça pouvait être... est-ce qu'il pouvait y avoir ça pouvait compliquer une situation, une progression? Vous avez jamais ressenti ces situations-là? Alors, pour ma part, étant donné que j'avais en gros une légitimité, donc ça aide beaucoup. Donc, je n'ai pas eu à me battre pour exister en tant que femme. Et j'ai été élevée par une grand-mère qui était très féministe, par une mère 68arde, ce qui fait que ça assoit des convictions, ce qui fait que j'ai jamais regardé le regard des hommes. Par contre, il est vrai que dans certaines réunions, notamment dans certains milieux, dans certaines réunions politiques, on donne plutôt la parole à un homme qu'à une femme. Et si elle peut se taire, c'est aussi bien. Mais bon, dès qu'on ouvre la bouche et qu'on comprend qu'on a des compétences identiques, on nous écoute. Voilà. Et où j'ai rencontré également des problèmes, c'est-à-dire sur un circuit automobile, comme vous, dans vos vies, hein, il y a plusieurs métiers. Il y a certains métiers encore où... à certains échelons, la place de la femme est compliquée, notamment dans le TP, quand vous devez expliquer à un péliste ce qu'il doit faire. C'est vrai qu'il va plutôt écouter un gars qu'une fille. Hein. Voilà. Donc, et de temps en temps, il y a le syndrome de la secrétaire aussi qui ressort. Je suis désolée d'en parler, mais c'est vrai. Mais bon, une fois qu'on existe et qu'on nous connaît, les différences s'estompent. Donc, le problème n'existe vraiment pas tant que ça. C'est une question de construire sa légitimité dans un premier temps, et ensuite... oui, voilà, dès qu'on a les compétences identiques aux hommes, il n'y a pas de problème. Pour ma part. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, en tant que dans le milieu technique, en arrivant dans une équipe, je vais être testée en fait sur des questions un peu bêtes, on va dire. Mais je pense que c'est toujours mon ingénieur numéro 2 ou vers mon ingénieur numéro 3 que les gens se tournent en fait pour demander si il faut faire ceci ou cela sur la voiture. De l'extérieur, en fait, jamais personne enfin, les hommes n'ont pas l'impression que c'est moi qui gère
qui gère la situation. Donc c'est un peu les mêmes petites anecdotes, mais non, globalement, en fait, une fois qu'on est installé et que les gens nous connaissent, ils ont l'habitude de nous croiser. Je pense qu'on est obligé dans ce métier, enfin dans cet environnement, d'avoir un caractère un petit peu fort. Donc au final, les gens nous connaissent même si on se connaît pas. Enfin, ils nous voient en fait, et à un moment, on finit par avoir une légitimité juste parce que ça fait longtemps qu'on est là et qu'on est toujours là et que ça se passe toujours plutôt bien. Donc non, une fois qu'on est installé, pour moi, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Il y a une question qui revient souvent dans le milieu du sport, et notamment en cette période de Jeux Olympiques. Il y a la question de la maternité aussi, et également aussi de l'agenda biologique. Est-ce que en sport mécanique, on est obligé d'affronter des choix justement à des moments de se mettre en retrait? Est-ce que justement avec cet environnement difficile, il faut penser sa carrière différemment quand on est une personnalité féminine? Alors, je pense que c'est pas que dans le sport mécanique. Ça, c'est une question de manière générale dans la femme qui travaille, en fait, cette question de la maternité. Et juste pour répondre à la question aussi précédente, parce que dans différents univers dans lesquels je peux travailler, que ce soit la chasse, le vélo, la moto, qui sont des environnements très masculins, ça peut être aussi un atout d'être une femme. Et en fait, généralement, moi, j'ai plutôt l'impression que les gens sont contents d'avoir des femmes avec eux et contents de travailler avec des esprits féminins. Donc la société a évolué d'un point de vue positif pour ça. Maintenant, le challenge qu'on a tous ensemble, je pense, c'est d'amener les femmes à la pratique de nos sports et des sports mécaniques pour s'ouvrir aussi à un nouveau marché pour l'industrie et essayer à faire en sorte que les femmes puissent se mettre à ces disciplines, performer dans ces disciplines et être considérées au niveau sportif et médiatique. Et c'est là, je pense, qu'il y a un gros travail à faire et à mon avis, on n'en est qu'au début. La maternité, en tout cas, pour revenir à la question initiale, c'est pas le fait de travailler dans les sports mécaniques que ça pose problème, c'est plus d'arriver à tout piloter ensemble, mais qu'on travaille en finance, dans une boulangerie ou dans les sports mécaniques, je pense que c'est la même problématique. En ce qui me concerne, pour avoir des enfants en bas âge. Peut-être pour les pilotes aussi, c'est une question. Vous qui fréquentez aussi les pilotes, vous avez eu à gérer en ingénierie une femme pilote aussi? Oui, j'ai travaillé j'étais responsable de la voiture Richard Mille chez Signature. Donc on avait, que je ne dise pas de bêtises, on avait Sophia Flörsch, Tatiana Calderon et Besquet Visser. Pour ma part, honnêtement, je connais pas de pilotes qui ont eu des enfants, enfin pas personnellement au point de savoir comment elles ont géré ça dans leur carrière, donc je sais pas, je préfère pas me prononcer. Après, il y en a, voilà, c'est quelque chose qui se fait et elles reviennent, donc je pense pas que ce soit un problème majeur, comme le disait Sophie. De toute façon, c'est un problème qui va être dans toutes les sphères des métiers, en fait. C'est pas spécifique au sport automobile. Je pense pas. Je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Sophie et Marie-Alice. Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas dû réorganiser ma vie par rapport à ça. On n'a pas travaillé avec de pilotes féminines, malheureusement, jusqu'à présent, dans l'équipe, mais ça rejoint le monde du travail en général. Effectivement, dès qu'il faut se déplacer, parce qu'on a un championnat qui nous emmène au bout du monde, et oui, certaines femmes de l'équipe ont eu à réorganiser de manière assez significative leur vie familiale pour pouvoir suivre le championnat, etc. Mais ça, effectivement, c'est lié, je dirais, à toutes les activités professionnelles en général. Autre question sociétale, justement, on évoquait le fait que le milieu du sport automobile est plutôt masculin. Qu'est-ce qui explique cela, finalement? Est-ce que vous avez peut-être des idées de pourquoi le sport automobile reste quand même assez masculin? Je pense que tout le monde est témoin du fait que, quand on est petite fille, on joue plus à la poupée, et les petits garçons jouent aux voitures, je ne sais pas, et on a des parents qui nous mènent vers des environnements ancrés. Donc les choses changent, mais moi, j'ai découvert le sport auto, on en parlait tout à l'heure, un petit peu tard, je l'ai découvert à 18 ans. Peut-être que si mon papa, ma maman m'avaient emmené, découvrir le karting très tôt, j'aurais eu un déclic particulier. Il se trouve que dans la culture, malgré tout, on est élevé dans des environnements propres aux filles ou aux petits garçons très tôt. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Peut-être que j'aurais eu,
je ne sais pas, quelque chose à découvrir plus tôt, mais c'est sociétal, c'est culturel, je pense. Je pense que la question qui est importante là-dessus, c'est quoi faire pour faire changer un peu les lignes. C'est vrai que quand on voit une fédération d'équitation dont la majorité des licenciés sont des filles, pourquoi est-ce que la majorité des licenciés moto sont des hommes ? Et ça, par contre, c'est le rôle, c'est le rôle des parents, mais c'est du coup le rôle de l'industrie, des fédérations, de travailler ça, de communiquer. Je sais que le président, en ce qui concerne la moto, parce que je connais moins l'automobile, mais Sébastien Poirier a vraiment mis dans ses gros travaux depuis qu'il a pris la présidence de la fédération, c'est de travailler les écoles de pilotage et de communiquer sur le fait d'emmener ses enfants en école de pilotage. Quand aujourd'hui on a un enfant de 4 ans qu'on habite dans des grandes villes et qu'on veut les mettre à la moto, et ben on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment se renseigner, à partir de quel âge, avec quel matériel, sur quel circuit. Et tout ça, je pense qu'il y a un gros travail de communication à faire déjà pour, 1, faire savoir que ça existe, et 2, l'ouvrir à un maximum d'enfants. Que ce soit filles ou garçons, mais la grosse question, c'est de savoir comment on peut mettre les filles sur des motos ou automobiles. Après, est-ce que les filles ont les mêmes compétences, ou en tout cas, compétences physiques que les hommes? Ça, c'est un autre sujet. Je rentre pas là-dedans, mais je pense qu'il y a un moment où, de toute façon, il faut faire des... Est-ce que dans ce sport-là, on a besoin de faire des catégories? Je ne sais pas. Nous, on a, par exemple, au Supercross... dans 40 ans de Supercross, je crois qu'il n'y a qu'une fille, Livia Lancelot, qui a couru le Supercross. Est-ce que s'il y avait plus de filles, elles auraient le physique pour pouvoir faire ce genre d'épreuve avec de l'entraînement? Je ne sais pas. En fait, comment ça là, peut-être que des personnes dans cette salle pourraient y répondre, mais je pense qu'il y a malgré tout quelque chose de naturel qui fait que... après, il y a d'autres sports où on voit où les filles, par contre, prennent de la place. Le foot, où il y a maintenant une grosse communication faite autour de ça. Le Tour de France vélo, où le Tour de France femmes prend quand même depuis 2 ans beaucoup de place, mais c'est des championnats à part. Alors, il n'empêche qu'on communique beaucoup dessus. Je pense que pour les industries, je vais en parler tout à l'heure, c'est un nouveau marché. Et donc, le fait de communiquer sur la place des femmes dans ces sports-là, ça permet de toucher plus de monde, donc d'avoir plus de pratiquants, donc de plus de consommation, plus de produits, tout ce qu'il faut. Mais est-ce que dans les sports mécaniques, il y aurait cette possibilité-là, et derrière, quel est l'objectif, en fait? Donc ça, en tout cas, moi, je ne suis pas en mesure de répondre, mais je pense que les questions, elles sont là. On a eu notamment, là, ces dernières années, la création de la W-Series. Il y a également la F1 Academy qui reprend les couleurs des différentes équipes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ces compétitions exclusivement féminines? Est-ce que c'est nécessaire, peut-être, pour permettre aussi à des pilotes de se développer? On parlait de la question du sponsoring tout à l'heure. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir ces compétitions-là pour promouvoir peut-être le sport mixte? Nécessaire, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt une bonne idée parce que ça amène beaucoup de couverture médiatique. Mais ça amène, selon moi, ça amènera pas de pilotes à haut niveau, en fait. Parce qu'elles se battent pas entre elles. Il suffit de regarder une course de F1 Academy et de regarder une course de F4 italienne, donc exactement la même voiture, exactement la même configuration. C'est pas pareil. Donc je pense que c'est très bien parce que médiatiquement, ça fait beaucoup de bruit. Et c'est ce qu'il nous faut, en fait, pour qu'il y ait plus de petites filles, de parents de petites filles qui se disent « Ok, elle pourrait peut-être faire ça dans la vie. Elle pourrait peut-être faire ça comme loisir parce que c'est comme ça que ça doit démarrer et si ça va plus loin, tant mieux. » Donc c'est plutôt bien en termes de couverture médiatique. En termes vraiment de formation, je pense pas que ça aboutisse à voir, mais je suis assez sceptique sur l'aboutissement, en fait, des séries non mixtes pour ensuite amener une femme à un niveau supérieur. Pour découvrir et peut-être se faire un premier nom, peut-être, mais ça amènera pas une femme, en fait, elle sera pas prête après à se battre contre des garçons parce que c'est pas la même. C'est assez différent quand même comme concept. Donc c'est sûr que c'est bien pour la promo, pour l'image et donner des idées. Pour la suite, je suis pas certaine que ce soit. Ou alors il faudrait du coup séparer les hommes et les femmes sur toutes les catégories. Et là, on part sur autre chose quand même.
Comme vous le disiez, vous avez été ingénieur sur une voiture 100% féminine. Ce qui se passe en endurance, par exemple, on voit notamment les Rondams qui remportent des courses à la régulière, Lilou Boideau également en GT, Dorian Pin qui a fait plusieurs podiums cette année, notamment à Sebring. Est-ce que justement c'est plutôt ça, vers ça qu'il faut tendre selon vous ? Pour moi, c'est complètement vers ça qu'il faut tendre. C'est ça qui va amener les femmes en fait à réussir, au moins en tout cas dans le concept qu'on a en ce moment, c'est-à-dire des courses mixtes avec tout le monde qui court les uns contre les autres. C'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure intégration et la meilleure formation. Dorian, en ce moment, elle est partie refaire de la monoplace. Donc pour moi, c'est une super nouvelle. De la monoplace mixte, elle va pas faire la W Series. Et c'est peut-être même une chance de voir une femme à très haut niveau monoplace, parce que c'est vraiment un très bon espoir, je pense, Dorian. Et moi, je suis ravie de l'avoir dans une série mixte et dans une monoplace. C'est peut-être un peu plus compliqué en moto. Sophie, vous connaissez un peu plus le milieu. Il y a un peu moins de pilotes féminines présentes en haut niveau moto. Alors, j'en connais pas beaucoup. Sur le Bol d'Or, on a eu un team féminin. Alors c'est ce qui intéresse les médias, ça c'est sûr, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y a un team féminin ou une femme, je me fais interviewer sur la place des femmes dans le sport moto, j'ai pas grand-chose à dire, mais ça c'est sûr que ça intéresse tout le monde. Par contre, on a un team en gros par épreuve sur des courses d'endurance comme ça, et ce que je disais tout à l'heure aussi en supercross, très peu. Par contre, Stéphane, tu sauras plus en parler, parce que Emma Claire, qui était une pilote et qui a couru le Bol d'Argent, a été très présente dans les sports mécaniques, et c'est vrai que je pense que c'était... Sur l'aspect des deux disciplines, des disciplines mixtes, c'est une vraie question que personne ne se pose aujourd'hui dans les fédérations, parce qu'on dit le haut niveau, le niveau supérieur, c'est là où il y a des garçons. Mais en réalité, si on regarde le foot, le vélo, l'équitation, le golf, le tennis, et donc la majorité des sports, on considère qu'il y a une différence de force physique. Pas en équitation. Pardon ? Pas en équitation. C'est mixte l'équitation. Oui, pardon. Jusqu'aux Jeux Olympiques, jusqu'à tous les niveaux, c'est mixte. Non. En voile, c'est mixte ou pas, suivant, c'est-à-dire c'est des équipages qui peuvent être mixtes ou pas, suivant les catégories. Donc on considère qu'il y a à l'intérieur du même sport des différences. Et on pourrait très bien en sport automobile comme en moto se dire que il y a des engins. On sait qu'en rallye, par exemple, la force physique n'est pas le critère principal. La résistance physique n'est pas le critère principal. Et on voit que chez les amateurs, je ne parle pas forcément de l'élite, mais chez les amateurs, on a des résultats qui sont assez proches. En monoplace, jusqu'à certaines disciplines, on a des résultats qui sont proches, et passé à un certain niveau, on s'aperçoit qu'il y a une différence de résultats. On peut se dire qu'aujourd'hui, on le voit en F2, c'est le moment où il y a une différence de résultats, alors que, et on l'a vu sur les temps de la F1 Academy à comparer au temps de la Formule, les voitures ne sont pas exactement identiques, mais espagnole, de la F4 espagnole ou italienne, on est sur des temps qui sont finalement pas si loin, et c'est ce qui a rassuré tout le monde à l'issue de la saison de F4, donc F1 Academy. Donc, suivant les disciplines, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait deux championnats, et il y a la place. Et F1 Academy, c'est ce qui est en train de se produire. L'idée est à un moment d'arriver à avoir deux championnats. Parce que vouloir tout mixer, c'est rendre les choses très difficiles. Et finalement, vous le dites, c'est une médiatisation formidable. Et dans le milieu de la moto, par exemple, le fait d'avoir recréé des compétitions exclusivement féminines, ça a permis d'accroître la pratique. En accroissant la pratique, d'organiser de la détection, de l'entraînement, et de faire que les filles qui ont voulu rentrer sur des championnats mixtes, elles avaient déjà un peu plus de niveau, elles avaient des partenaires et elles avaient de la crédibilité. Parce que je crois que le problème aujourd'hui, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que quand une fille arrive dans le paddock, c'est d'abord une fille avant d'être une pilote. Et ça, c'est pas normal. Et c'est quelque chose qui fait que, grâce, j'allais dire, aux compétitions non mixtes, donc féminines ou masculines, on n'a pas ce problème-là à gérer. Et nous, on le voit en tout cas. Pourquoi il y a une nouvelle place, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont pris énormément de place sur les paddocks. C'est-à-dire que si vous prenez un track day moto, en quelques années, on est passé de 10% à 40% de pratiquantes. La fédération a constaté, et Sophie parlait de mon épouse qui a monté la commission féminine à la fois en France et au niveau international, c'était important
de pousser ça parce que industriellement c'était quelque chose de majeur. Il y a un marché entier qui s'ouvre et ensuite ça donne la possibilité au très haut niveau d'accéder. Mais c'est compliqué de savoir si finalement il faut se battre. C'est obligé d'aller chercher à se battre contre les garçons. Alors oui, si on veut gagner les 24 heures du Mans, je le comprends parfaitement. Maintenant, est-ce qu'on a envie, dans toutes les compétitions, de se dire elles vont se battre alors qu'il pourrait y avoir un championnat de Formule 1 féminin? Oui, pardon. Tu voulais... Oui, effectivement. Moi, je pense que c'est bien et c'est pas bien. C'est bien d'avoir des séries, des championnats, des courses réservées aux femmes, parce qu'on sans doute on a besoin de ça pour exister dans le milieu du sport auto. Mais à la fois, nous, en tant que femmes, d'avoir des séries ou des courses et des championnats réservés aux femmes, ça communautarise les femmes et ça, c'est pas très agréable. Donc, du coup, quand je vous parlais de l'opération Rallye Jeune, typiquement, quand j'ai participé à cette opération, il y avait un classement masculin et féminin. Donc, moi, j'étais dans le classement féminin. J'aurais jamais pu participer à la finale nationale s'il n'y avait pas eu ce classement féminin. Parce que je n'avais pas le niveau, parce que je venais d'un milieu... j'avais pas les compétences. Le fait d'avoir été dans ce classement féminin m'a permis, malgré tout, de participer. Donc, je pense que c'est un mal nécessaire, sans doute, de passer par des compétitions réservées aux femmes pour que, petit à petit... Alors après, effectivement, on a sans doute des compétences ou des capacités plutôt physiques, plus ou moins importantes selon les disciplines, mais on est sans doute obligé de passer par des dispositifs comme ça, des championnats réservés pour pouvoir de plus en plus exister. Et peut-être, qui sait, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça semblera plus logique et puis on aura sans doute peut-être d'autres moyens pour jouer à armes égales avec les hommes. Voilà. Moi, je sais pas trop, je suis pas très convaincue. En équitation, par exemple, ça crée pas du tout de légitimité, en fait. Les épreuves réservées aux femmes, par exemple, déjà les femmes n'ont pas très envie d'y aller parce que du coup c'est un peu une sous-série. Donc si on peut courir, moi personnellement je suis cavalière, donc je sais comment moi je le ressens et on voit bien le nombre d'engagés dans ces séries-là. On a le choix. Il y a quelques concours où il y a des épreuves réservées aux cavalières. Du coup, c'est pas quelque chose pour moi, ça va pas amener de la légitimité. Au contraire, en fait, tu gagnes cette épreuve-là, c'est bien, mais il y avait personne, quoi. C'est un peu le... Oui, mais c'est le cas aujourd'hui. Je prends le podium hier de Dorian, elle fait 2, et la question qu'on se pose, c'est les gens sont obligés de réfléchir en disant mais elle a pas gagné, et puis après ils disent mais c'est contre les garçons. Et ça, c'est pas normal. C'est qu'on est à une époque où les gens... Je suis pas certaine que beaucoup de gens se disent ça. Si vous dites aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, elle est 2e, est-ce que c'est une grande nouvelle? C'est une nouvelle parce que c'est une femme. Si ça avait été un garçon qui était 2e, on n'en aurait pas parlé. Moi, elle est française, elle a été faire une course un peu loin. Je suis pas certaine qu'elle ait beaucoup plus de couverture sous prétexte qu'elle est... Non, c'est juste parce que c'est une fille et que ça surprend tout le monde. Mais on fait quand même des podiums assez souvent. Mais non, mais attendez, vous n'avez pas à me convaincre je suis votre défenseur là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que ça permet une mise en avant, mais il n'est pas dit que ça soit l'objectif fondamental de dire que tout le monde doit arriver. Ce qui est important à notre sens, nous en tant que professionnels des sports mécaniques, c'est qu'on facilite l'accès à la discipline. Et l'accès, il passe peut-être par ce genre de sur schéma. Des niveaux qui seraient clairement un peu... Parce que par exemple, là, si on revient sur la F1 Academy, il y avait la course de F4 qui était en course support du Grand Prix de Formule 1 à Abu Dhabi. Il y avait quand même 2 filles qui font la Formule 1 Academy, qui sont en général très souvent sur les podiums, qui ont fini très très loin. Donc c'est quand même... quand je dis que c'est pas le même niveau, c'est pas méchant, c'est surtout en fait c'est pas les mêmes batailles en course, c'est quand même pas le même niveau. Moi, je reste un peu sur ce point de vue-là, quoi. Mais elles ont quand même le droit de faire de la F4, et donc c'est bien de pouvoir leur faire. Bien sûr, mais elles ont le droit aussi d'aller faire ça en championnat mixte et d'essayer de se battre pour faire le Mans. Par exemple, nous on a eu, quand j'étais chez Signature, on avait donc 3 filles dans la voiture. Elles ont fait les 24 heures, elles ont fait des courses, je crois qu'on a eu jusqu'à des courses de 12 heures. On n'a jamais eu de soucis. C'est sûr que ça manquait un peu de rythme, mais c'est plus un problème d'entraînement et de peut-être un peu de talent, parce qu'elles n'ont pas forcément démarré assez tôt, elles n'ont pas forcément suivi les filières qu'un garçon aurait suivi. Mais il y a
pour moi, il n'y a pas de problème, en tout cas physique, jusqu'en LMP2, ça pose pas de problème. Les niveaux au-dessus, je vais pas m'exprimer, je sais pas, mais physiquement, dans une voiture de course, c'est quand même relativement assisté maintenant, même à très haut niveau, en fait. On a parlé justement de ce socle, justement de créer un socle de jeunes qui interviennent en compétition automobile. Est-ce que vous pensez que les nouvelles façons de consommer le sport mécanique, on pense notamment à la série Netflix qui a un énorme succès, il me semble que c'est 40% des audiences, c'est du public féminin. Est-ce que ça va justement permettre de faciliter en fait, d'ouvrir les portes au sport automobile à des publics plus jeunes qui s'y seraient peut-être pas intéressés? Oui, la série Netflix, on l'a vu, ça a apporté énormément une audience féminine. Moi-même, j'ai repris le sport automobile grâce à cette série et ça aide à rendre le sport plus accessible. Mais il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent un rôle énorme là-dessus. Nous, on le voit sur notre plateforme. Rien que cette année, on a une audience qui a énormément grandi. On a dépassé les 200 000 followers sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et c'est surtout l'engagement de cette audience qui est vraiment demandeuse pour consommer du contenu sport automobile et notamment sport automobile féminin. Donc oui, tout le nouveau média en fait aide à rendre le sport automobile plus accessible, notamment pour les filles. On reçoit beaucoup de CV de jeunes filles chez DS Performance. J'entends en tout cas dans mon département communication, marketing. Il y en a aussi dans le département ingénieur, mais du coup je lis les lettres et je dirais qu'une lettre sur deux fait référence aux séries Netflix, etc. Donc je pense que oui, la médiatisation du sport automobile a une grande part de responsabilité, entre guillemets, sur la motivation des nouvelles générations. Et en tout cas, nous, la dernière recrue de notre équipe est arrivée au sein de DS Performance grâce, je dirais, à Netflix. Elle s'est passionnée de sport auto via cette série. Et puis, aujourd'hui, elle fait partie intégrante de l'équipe et elle est totalement passionnée de sport auto. Donc oui, il y a une vraie responsabilité et je pense que du coup, c'est une voie pour toucher de nouvelles personnes, de nouvelles générations. Vous aussi, dans vos différents corps de métier, vous voyez des CV arriver un peu plus ou peut-être des gens qui vous contactent pour demander conseil, avoir des réponses à des questions? Oui, effectivement. De toute façon, les CV sont aussi bien féminins que masculins pour tous les postes sur le circuit. Par contre, c'est vrai que la médiatisation y fait beaucoup. Nous aussi, nous avons un rôle à jouer au niveau des organisateurs d'événements, notamment dans les track days. C'est vrai que pour rebondir un peu sur ce qu'on disait, les femmes aiment bien au début commencer entre elles parce que d'après les retours, elles disent qu'il y a moins de compétition, qu'elles sont plus propres dans les virages, qu'elles elles sont là pour progresser. Et elles sont très à l'écoute et elles progressent. Mais dès qu'elles ont progressé, il faut qu'elles montent dans les niveaux. Et pour monter dans les niveaux, il n'y a plus homme-femme. C'est la mécanique, le pilotage, les compétences. Donc tout le reste doit être gommé. Et donc nous, on a un rôle important à jouer justement en organisant ces track days, en organisant la médiatisation et peut-être en facilitant, grâce peut-être à Netflix, aux réseaux sociaux, amener les petites filles à faire de la moto, à faire de la voiture beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que quand on commence à faire de la compétition, quand on a 20, 25 ans, ou plus tard, parce qu'on a des revenus qui permettent d'en faire, réellement, on ne sera jamais champion du monde. Donc là-dessus, c'est vraiment trop tard. Donc il faut commencer très tôt. Et ce travail, c'est un travail sociétal. C'est une responsabilité de notre société, justement, d'amener tout le monde, suivant la passion. Finalement, nos limites, ce ne sont que notre imagination. Hein. On se dit, on ne peut pas, mais il faut pouvoir, il faut oser, il faut y aller. Et donc pour ça, il faut donner envie et faire rêver par les réseaux sociaux, par Netflix, par tous les films. Et voilà, c'est notre rôle, je pense. Sophia ou Marie-Alice, est-ce que vous avez, vous... Alors une question un peu plus prospective. Selon vous, qui êtes des professionnels sur le terrain, quelles pourraient aujourd'hui être les solutions pour faciliter l'accès au sport mécanique à un public féminin? Est-ce que
C'est du travail pédagogique auprès des plus jeunes, une mise en place d'un réseau professionnel. Quelles seraient, selon vous, on parlait d'imagination, des bonnes solutions, les bonnes idées pour faire progresser? Des opérations pour faire découvrir nos univers. Le championnat du monde de Formule 1 organise, alors là c'est le championnat, mais on y participe, des opérations pour faire découvrir tous les métiers du sport automobile aux jeunes sur place, donc, qui s'appelle Girls on Track. Donc c'est une opération organisée par la Formule E en collaboration avec les constructeurs sur place. Donc on va à la rencontre des jeunes filles des pays du monde entier. Parfois, ce sont des jeunes filles qui sont au lycée ou en école d'ingénieur et on les fait venir dans notre garage, rencontrer nos pilotes, discuter avec les ingénieurs et voilà, découvrir un peu tous les métiers. Donc en Arabie Saoudite, à Jakarta en Indonésie, en Inde, rencontrer les jeunes filles du monde entier pour leur dire ces métiers-là, du sport auto, ils sont aussi faits pour vous. Et je peux vous dire que la dernière fois que j'ai animé cette activité en Indonésie, ça a été un vrai coup de cœur. Et j'ai eu en face de moi des jeunes filles qui étaient passionnées de sport auto, qui voulaient faire du sport auto et qui posaient plein de questions. Donc je pense qu'il faut passer par ce genre de démarche. Et nous, peut-être ici, organiser des portes ouvertes. Nous, on essaie de travailler avec des écoles, de faire visiter nos ateliers, d'organiser des choses avec nos pilotes. Il faut aller vers les jeunes femmes. Et je pense qu'on aura toutes les chances d'avoir de plus en plus de femmes dans ce sport auto. Alors, je voudrais rebondir sur cette initiative. Nous, ça résonne complètement avec ce qu'on souhaite faire. Et nous avons lancé un parrainage. C'est la première fois sur notre centre d'excellence Formula One in School. On parraine 3 équipes de la région PACA, de lycéens et lycéennes, pour leur dire, venez découvrir le monde de la F1. Vous allez découvrir les métiers, la mécanique, de l'ingénierie, du sponsoring, de la communication, du design. Et on prend en charge tous les frais financiers. Il y a un accompagnement particulier pour ces jeunes, parce qu'on veut que les filles ne s'interdisent rien et qu'ils accèdent à ce monde des sports mécaniques sans frein. Merci beaucoup Nathalie, qui était intervenue tout à l'heure sur le sujet des RSE notamment. Estelle ? Oui, en effet, il y a un travail pédagogique à faire, notamment auprès des plus jeunes, pour leur montrer que les barrières qu'on se met en tant que femmes dans les milieux dominés par les hommes, c'est souvent nous-mêmes qui nous les mettons en pensant qu'on n'a pas notre place là. Donc c'est travailler à détruire en fait ces idées-là, leur dire non, vous avez votre place, parce que regardez toutes les femmes qui sont déjà là, qui ont créé ce chemin pour vous. Donc ça passe par la médiatisation des femmes qui sont avec moi, qui ont déjà leur place dans ce milieu-là. Et aussi créer des opportunités comme F1 in School qui permet vraiment de donner des opportunités à des filles qui ne pensaient pas forcément au sport automobile. Nous, de notre côté, on a travaillé par exemple avec Pirelli pour créer des opportunités de stage. Et ça a eu un vrai succès. Et là, du coup, il y a actuellement une fille qui travaille avec Pirelli en stage. Et donc, c'est vraiment créer des opportunités et un rôle pédagogique. Nadia, peut-être ? Non, réellement, j'ai rien à ajouter. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet et on est toutes d'accord là-dessus. Très bien. Je vais me tourner vers le public éventuellement si vous avez des questions à poser. Moi, je pense que c'est juste par rapport à cette question-là. Je pense pas que ce soit autant en fait les filles que les garçons. C'est surtout la question comment c'est l'accessibilité en fait à ces sports mécaniques pour les jeunes. Et je pense que c'est là où les fédés, parce que je pense que c'est le rôle des fédérations. Où il y a que ce soit via le karting ou via les terrains de cross pour les jeunes, mais comment faire connaître ces sports mécaniques auprès de nos jeunes. Et si on veut renouveler les pratiquants, je pense que filles ou garçons, c'est pas la question. La question, c'est surtout comment mettre les jeunes sur ces sports mécaniques. Et il faut qu'on participe tous. Si je peux poser en même temps une question. Nous, par exemple, sur le karting, on a vu l'effet Netflix, il est très net. C'est-à-dire que l'école de karting, on a une école française de karting, ça remplit le karting. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment créer des stages, on n'a plus assez de temps et assez de pistes, entre guillemets, pour pouvoir accueillir les jeunes dans une école. Donc ça veut dire que ça, c'est reparti et que les sports mécaniques sont réellement devenus à la mode, en particulier chez les enfants. On a énormément de filles qui viennent faire du karting à l'école française, donc elles passent leur volant comme en ski. On a la progression, volant de bronze, volant d'argent, volant d'or.
Et alors, on a une difficulté, c'est que aujourd'hui, ça représente 40% des clientes du karting, hein, les filles qui roulent. Mais à la sortie de l'école, en fait, il n'y a personne qui bascule, chez les filles en tout cas, sur la compétition. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la fin, et puis seuls les petits garçons sont poussés pour continuer en compétition, et on n'arrive pas à emmener de filles parce que, alors il y a une limite chez les parents qui ont peur de l'accident ou quelque chose peut-être un peu plus pour la fille que pour le garçon, mais on ne sait pas pourquoi ça ne va pas plus loin. Et donc, j'allais dire que les premières marches pour l'accès, on les a créées, mais pour la suite, on n'arrive pas encore à déclencher et on n'arrive pas à comprendre pourquoi et comment faire pour aller plus loin. Alors une information, on devait avoir Noémie Brouard, qui est la directrice de SACCOM, qui organise notamment le championnat Funio, mais qui est également responsable de commission à la FFSA, la commission féminine. Et donc pour les initiatives, en tout cas, qui sont mises en place, elle avait mis en place 10 jeunes femmes qui visitaient les stands des 24 heures camions. Mais les différents métiers, ça allait de la direction de course au métier de mécanicien. Tous les métiers étaient sur 2 jours, et elle me disait qu'elle avait, sur chaque course où il lançait un appel à candidature, en général le triple du nombre de places qui sont disponibles. Donc effectivement, les métiers des sports mécaniques, et ça va peut-être aussi avec ce qu'on voit, la série Netflix, la médiatisation. Et on note également, en tout cas, parce que c'est aussi une info, on en parlait tout à l'heure, que chez les commissaires, dans nos populations de commissaires, il y a une féminisation très importante de ce métier. Et ça commence par la jeunesse, hein. C'est vraiment des jeunes filles, des étudiantes qui viennent. Et là encore, après avoir vu Netflix. Je vois dans le public une question de Patrick Germain, qui est le président du rallycross de l'OEAC. Sur les disciplines de sport auto qui sont très familiales, comme le rallycross et l'autocross, il y a 2 disciplines qui sont les sprint cars femmes et la Coupe Twingo. Et en Twingo, il y a 25 femmes régulièrement, mais qui sont issues pour au moins la moitié des familles qui courent déjà. Donc il y a une opportunité en fait pour faire courir les jeunes filles, et qui reste dans le cadre des structures de course. Donc il y a vraiment une belle appétence pour la course. Il y a un volant qui est à gagner pour monter en Super 1600, et on voit celles qui ont gagné le volant continuent de courir. Donc il y a un vrai pied à l'étrier, mais on est dans un environnement assez fermé, je vais dire. Donc ça veut dire que ça marche bien quand même. Après, c'est aux autres disciplines de le faire, mais je sais qu'en rallye aussi, on voit apparaître, ou en aviatrice, ou même dans des familles de rallyman, quand il y a une fille dans la fratrie, elle prend aussi le volant, ça arrive aussi. Est-ce que nous avons d'autres questions dans le public ? Très bien, merci beaucoup. On va faire un dernier petit tour de micro pour chacune d'entre vous, pour savoir quelles vont être les échéances pour vous, parce qu'on est en fin de saison actuellement. La nouvelle saison se présente assez vite. Donc, comment ça se présente pour vous ces prochains mois, Sophie ? Pour commencer, je suppose qu'il y a déjà du boulot qui se présente pour la saison 2024. Alors oui, nous, on a terminé en effet tous nos événements. Donc, échéance, pas sportive, on va dire, plutôt professionnelle. Et on travaille d'ores et déjà sur les prochaines éditions. Donc on a tous nos événements, à commencer donc le 7 février par les trophées de la moto, dans tout ce qui est sport mécanique, qui est un événement B2B, qui est une remise des prix avec toute l'industrie de la moto. Et puis le Bol d'Or et le Supercross, qui auront lieu en septembre et novembre prochain. Merci beaucoup. Moi, pour ma part, la saison est terminée. Donc là, on est un peu en ce qu'on appelle l'intersaison, qui est de plus en plus court, parce qu'on a des courses qui se font en Asian ou dans des pays où il fait un peu plus chaud, on peut rouler toute l'année. Mais là, moi, j'ai plus rien de prévu jusqu'à le début de l'année prochaine. Et j'ai pas encore revalidé de contrat pour l'année suivante. Donc je sais pas encore quelle catégorie, mais ça s'annonce une belle saison. Vu le plateau endurance qui s'annonce, il risque d'y avoir du travail. Merci beaucoup. Quant à moi, c'est pas du tout des échéances en tant que femme, c'est plutôt en tant que responsable de circuit. Dans l'année 2023 se termine, 2024 est presque terminée, puisque tout est à peu près signé. Donc nous sommes en train de travailler sur des échéances futures, notamment d'investissement et
de stratégie pour l'avenir, justement, par rapport aux nouvelles énergies, par rapport à tout ce qui va se préparer, qu'on ne connaît pas encore et qu'on imagine. Merci beaucoup. Pour notre part, c'est continuer à développer notre plateforme, continuer à mettre en avant les femmes dans le sport auto, mais aussi continuer à développer des collaborations comme on l'a fait cette année avec le circuit à Austin ou avec Pirelli pour donner encore plus d'opportunités à des femmes de rejoindre l'industrie du sport et pouvoir aussi travailler avec de plus en plus de championnats. Et nous, c'est l'intersaison aussi, nous. Donc voilà, on a quelques tests privés avant le début de la saison 10 du championnat de Formule 1. Et la prochaine course donc, sera mi-janvier à Mexico avec nos 2 pilotes champions du monde. On espère qu'on pourra décrocher de nouveaux titres cette année, donc avec Jean-Éric Vergne et puis Stoffel Van Dorn. Voilà, on espère. Et on souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. Merci à toutes d'être venues. Merci pour la qualité des débats également sur cette petite heure à discuter ensemble. On vous souhaite donc une bonne saison à venir, un bon retour pour ceux qui sont venus de loin. Et encore merci. On peut s'applaudir, je pense, pour le débat. Merci à vous.